Cette vidéo cache un secret profondément troublant. Le couple que l'on voit applaudir dans les gradins, ce sont Celeste et Stephen Beard. Ils assistent à la cérémonie de remise des diplômes de leurs filles jumelles, Jennifer et Christina. Mais regardez attentivement la femme assise seule juste devant eux. Elle s'appelle Tracy Tarleton. À première vue, elle semble simplement soutenir les jumelles, applaudissant leur passage sur scène comme tous les autres. Pourtant, ce que les deux adolescentes ignorent, c'est que quelques mois avant que ces images ne soient filmées, Tracy venait tout juste de sortir d'un hôpital psychiatrique. Depuis sa sortie, elle rencontrait leur mère en secret afin de préparer un crime d'une violence inimaginable. Un crime qui allait bientôt obliger les deux sœurs à fuir pour sauver leur vie. Elle me faisait vraiment peur. Aucune serrure ne nous donnait le sentiment d'être réellement en sécurité. Nous étions terrorisés. Nous étions convaincus qu'elle finirait par nous tuer. En 1993, Christina, âgée de 13 ans, vit à Austin, au Texas, avec sa mère Céleste et son beau-père Stephen. Sa sœur jumelle, Jennifer, vit quant à elle dans l'État de Washington avec leur père biologique, Craig. Après leur divorce, leurs parents se sont livrés à une longue bataille judiciaire pour leur garde. À son issue, les jumelles ont été séparées. Vivre à des centaines de kilomètres l'une de l'autre était extrêmement difficile. Elles étaient bien plus que des sœurs. Elles étaient les meilleures amies l'une de l'autre. Ma sœur me manquait énormément. Jennifer me manquait plus que tout. Nous étions comme des amies intégrées l'une à l'autre depuis notre naissance. Je ne sais même pas ce que ça fait d'avoir une relation entre frères et sœurs normale. J'ai toujours trouvé réconfortant d'avoir quelqu'un qui comprenait exactement ce que je ressentais. C'était vraiment difficile de vivre loin de mon autre moitié. Après 3 longues années passées loin l'une de l'autre, les jumelles organisent enfin des vacances d'été ensemble. Elles doivent se retrouver chez leurs grands-parents en Californie. L'excitation est immense. Cela fait plus de 2 ans qu'elles ne se sont pas revues. Dès que nous nous sommes retrouvés, c'était comme si nous ne nous étions jamais quittés. Nous avons tellement ri que nous en pleurions. Je n'arrivais pas à croire que nous étions enfin réunis. Mais ce bonheur est de courte durée. Peu après leur arrivée, Jennifer tente d'appeler leur père, Craig, pour lui dire qu'elles sont bien arrivées. Personne ne répond. Les deux sœurs réessaient encore et encore, sans succès. 2 jours passent sans la moindre nouvelle. Puis elles apprennent l'impensable. Leur père a été retrouvé mort chez lui. Il a laissé derrière lui une lettre écrite de sa main. Depuis des années, Craig luttait en silence contre une profonde souffrance. Sa disparition laisse ses filles sans réponse, incapables de comprendre pourquoi il en est arrivé là. Ce jour-là, j'ai eu l'impression qu'une partie de moi était morte. Les jumelles sont complètement sous le choc. Ce qui devait être de simples vacances de 2 semaines prend alors un tournant inattendu. Jennifer quitte définitivement l'État de Washington pour s'installer à Austin, au Texas, avec sa sœur Christina, leur mère Céleste et leur beau-père Stephen Beard. Au début, il lui est difficile de s'adapter à cette nouvelle vie. Mais lorsqu'elle rencontre Steve, son nouveau beau-père, elle découvre un homme chaleureux, attentionné et profondément bienveillant, qui l'accueille comme si elle avait toujours fait partie de la famille. Quand j'ai rencontré Steve pour la première fois, il a été incroyablement gentil avec moi. Ça m'a énormément rassuré, surtout qu'il devenait officiellement mon beau-père. Le dimanche, nous avions une petite tradition. Steve et moi allions toujours prendre le petit déjeuner ensemble. J'étais vraiment reconnaissante d'avoir construit une relation aussi forte avec lui. Avec les années, cette famille recomposée semble enfin avoir trouvé son équilibre. Les jumelles entrent en dernière année de lycée et, pour la première fois depuis longtemps, elles ont le sentiment d'avoir une véritable figure paternelle sur laquelle elles peuvent compter. Stephen finit même par adopter officiellement Jennifer et Christina. Pour célébrer cet événement, il leur offre à chacune une bague familiale identique à celle qu'il portait lui-même. Il portait toujours cette bague. Après l'adoption, il nous a offert exactement la même. À nos yeux, c'était le plus beau cadeau du monde. J'ai été profondément touché. Cette bague avait une immense valeur symbolique, mais au-delà de ça, le simple fait qu'il nous ait adoptés m'a fait comprendre que j'étais réellement devenu sa fille. Jennifer passe la nuit chez son petit ami. Pendant ce temps, dans la maison familiale, Christina dort paisiblement, comme n'importe quelle autre nuit. Soudain, la porte de sa chambre s'ouvre brusquement. Les lumières s'allument d'un coup. Ma mère est entrée en courant dans ma chambre en criant « Il y a quelqu'un à la porte !» Je me suis réveillé complètement désorienté. Je me demandais ce qui se passait. Ma mère était paniquée. J'ai sauté hors de mon lit et je me suis précipité vers l'entrée. C'est là que j'ai aperçu des lumières blanches qui clignotaient à travers les fenêtres. Christina est sous le choc. Ne sachant pas qui se trouve dehors ni ce qu'ils veulent, elle se précipite vers le téléphone et compose le 911. Affolée, elle explique qu'une personne frappe violemment à leur porte, tandis que des sirènes retentissent et que des gyrophares illuminent toute la maison. L'opérateur lui répond alors que les personnes à l'extérieur sont des policiers.
Quelques instants plus tôt, le centre d'appel d'urgence avait déjà reçu un autre appel provenant de cette même maison. Christina court jusqu'à la porte d'entrée et laisse les policiers entrer. J'ai ouvert la porte et plusieurs policiers étaient là. L'un d'eux m'a demandé « Est-ce que votre père est à la maison? » Je lui ai répondu « Oui, il est à l'étage. » Christina accompagne immédiatement les policiers jusqu'à la chambre de son beau-père, tandis que sa mère les suit en courant, complètement paniquée. Lorsque je suis entré dans la chambre avec un policier, les ambulanciers étaient déjà en train de s'occuper de Steve. Son état était critique. Il avait besoin de soins d'urgence et chaque seconde comptait. Les secours tentent désespérément de le stabiliser, mais Steve perd énormément de sang. Alors qu'il se dépêche de le transporter vers l'hôpital, un policier fait une découverte glaçante. À côté du lit se trouve une cartouche de fusil de chasse. Quand ils m'ont dit qu'il avait été touché par un tir, je n'arrivais pas à y croire. Christina appelle aussitôt sa sœur pour lui annoncer ce qui vient de se passer, pendant que Steve est évacué en hélicoptère vers l'hôpital le plus proche. Je n'arrivais pas à croire ce qu'on venait de me dire. J'étais complètement paniqué. Pendant ce temps, la maison des Beard est immédiatement transformée en scène de crime. Les enquêteurs commencent leur première inspection. Tout porte à croire que le tireur est entré par une porte latérale laissée déverrouillée avant de monter directement jusqu'à la chambre de Steve pour lui tirer dessus. Avant même de développer leur théorie, les enquêteurs procèdent à des prélèvements ADN sur tous les éléments susceptibles de contenir des traces, y compris sur toutes les personnes présentes dans la maison au moment de l'attaque, Christina, Jennifer et leur mère, Céleste. À ce moment-là, j'étais déjà sous le choc d'apprendre que Steve avait été victime d'un tir. Je n'avais absolument aucune idée de qui aurait pu faire une chose pareille. Je pensais peut-être à un cambriolage ou à une attaque complètement au hasard. Mais au moment où nous quittions la maison, ma mère s'est penchée vers moi et m'a murmuré « Si la police te demande qui a pu faire ça, ne prononce surtout pas le nom de Tracy. » Pourquoi Céleste tenait-elle absolument à ce que le nom de Tracy ne soit jamais mentionné? 6 mois avant l'attaque contre Steven, Céleste avait fait la connaissance de Tracy Tarleton, une femme de 45 ans. Tracy dirigeait une librairie à Austin et s'était rapidement liée d'amitié avec Céleste. Elle était souvent invitée aux repas de famille, aux anniversaires et avait même assisté à la remise des diplômes des jumelles. Leur relation me semblait vraiment étrange. J'avais l'impression que cette femme attendait bien plus de notre mère qu'une simple amitié. Pendant que les jumelles se rendent à l'hôpital, elles essaient de comprendre ce qui est en train de se passer. Pourquoi leur mère leur avait-elle demandé de cacher le nom de Tracy? Plus elles y réfléchissent, plus leurs soupçons grandissent. Je me suis dit que ma mère essayait peut-être de protéger Tracy parce qu'elle pensait que c'était elle qui avait tiré sur Steve. À l'hôpital, les détectives interrogent Christina. Ils lui posent une question simple. « Selon vous, qui a tiré sur votre père? » Je leur ai répondu « Ma mère ne voulait pas que j'en parle, mais elle m'a demandé de ne surtout pas prononcer le nom de Tracy Tarleton. » Les enquêteurs s'intéressent immédiatement à Tracy. Sa proximité avec la famille Beard fait rapidement d'elle la principale suspecte. Pourtant, quelque chose ne colle pas. Elle ne semble avoir aucun véritable mobile pour agir seule. Les détectives commencent alors à penser qu'une autre personne pourrait être impliquée. Je ne voyais aucune raison pour que Tracy fasse une chose pareille toute seule. Les policiers obtiennent rapidement un mandat de perquisition pour le domicile de Tracy. Elle m'a répondu que oui. Je lui ai demandé si je pouvais le voir. Elle a hésité quelques instants avant d'accepter. Puis elle nous a remis un fusil franchi de calibre 20. Son nom était gravé directement sur l'arme. Les enquêteurs saisissent immédiatement le fusil afin de le faire analyser. Les jours passent. Toute la famille attend avec angoisse les résultats de l'expertise balistique. Finalement, les analyses tombent. Les experts confirment que c'est bien ce fusil qui a tiré la cartouche ayant grièvement blessé Stephen Beard. Le 8 octobre 1999, 5 jours après la fusillade, Tracy Tarleton est arrêté et inculpé pour tentative de meurtre. Pourtant, les enquêteurs restent persuadés qu'ils n'ont toujours pas découvert toute la vérité. Tracy refuse catégoriquement d'expliquer pourquoi elle a tiré sur Stephen. Les enquêteurs poursuivent leurs interrogatoires. Ils sont convaincus qu'elle n'a pas agi seule et qu'une autre personne, toujours en liberté, est impliquée dans cette affaire. Mais Tracy garde le silence. Pendant ce temps, Stephen se bat pour survivre à l'hôpital. Pendant plusieurs mois, les jumelles restent à son chevet, espérant un miracle. Malgré tous les efforts des médecins, Steve succombe finalement aux blessures causées par le tir. Nous aimions profondément Steve. Il ne voulait jamais que nous nous inquiétions pour quoi que ce soit. Tout ce qu'il souhaitait, c'était que nous soyons heureuses et que nous nous sentions aimées. Après la mort de mon père biologique, Steve avait rempli ce vide dans ma vie.
Je n'oublierai jamais tout ce qu'il a fait pour moi. Les deux sœurs doivent désormais faire face à une nouvelle tragédie. Elles viennent de perdre l'homme qu'elles considéraient comme leur père et une question continue de les hanter. Pourquoi quelqu'un aurait-il voulu le tuer? Céleste tente de soutenir ses filles. Elle les accompagne pour organiser les funérailles et choisir le cercueil de Steve. Mais ce qui se produit ensuite laisse les jumelles complètement déconcertées. Nous étions tous en train de pleurer. Nous venions de perdre quelqu'un que nous aimions énormément. Puis sans prévenir, notre mère nous a dit qu'elle voulait acheter 2 cercueils roses, un pour chacune de nous. Le plus troublant, c'était qu'elle demandait à 2 jeunes filles de 18 ans de choisir leur propre cercueil. Au fond de moi, une seule pensée revenait sans cesse. Est-ce que je vais bientôt finir dedans? L'affaire commence à faire les gros titres des journaux et des chaînes de télévision. Très vite, le public s'inquiète. Le véritable commanditaire du meurtre est peut-être encore en liberté. Faute de preuves suffisantes, l'enquête semble complètement bloquée. Au même moment, les jumelles remarquent que le comportement de leur mère devient de plus en plus inquiétant. Alors que tout le monde pleure, Céleste éclate de rire. Son regard était complètement différent. Elle semblait en pleine crise, parlait très fort, passait d'une émotion à l'autre. Rien de tout cela ne paraissait normal. Quelques mois plus tard, le 16 février 2000, les événements prennent une tournure encore plus terrifiante. Sans prévenir, elle nous a dit « Et si on se tuait tous ?» Puis elle a sorti un couteau. Elle l'a levé comme si elle allait attaquer. Mais au lieu de ça, elle s'est planté la lame dans la jambe. Le sang s'est mis à couler partout. Je n'arrivais pas à comprendre ce qui était en train de se passer. Affolées, les jumelles composent immédiatement le 911 et supplient les secours d'intervenir au plus vite. Quelques minutes plus tard, une ambulance arrive sur place. Les secouristes prennent en charge Céleste et tentent de stopper l'hémorragie avant de la transporter d'urgence à l'hôpital. Les jumelles sont encore sous le choc lorsque leur mère est conduite à l'hôpital. Au cours des semaines qui suivent, alors qu'elle est toujours hospitalisée, Céleste ne cesse de les appeler. À chaque conversation, son comportement devient de plus en plus instable et inquiétant. Elle me criait dessus au téléphone. En quelques secondes, elle pouvait parler normalement, puis se mettre à hurler, avant de redevenir parfaitement calme comme si rien ne s'était passé. C'est à ce moment-là que Christina a une idée qui va finalement permettre aux enquêteurs de découvrir la vérité. Je me suis dit que j'allais commencer à enregistrer toutes nos conversations. Au départ, je voulais simplement lui faire écouter les enregistrements plus tard, pour qu'elle entende elle-même la façon dont elle nous parlait. Je pensais qu'elle réaliserait enfin à quel point son comportement était inquiétant. Mais sans le savoir, cette décision allait changer toute l'enquête. Alors que Christina s'apprête à arrêter son enregistrement, Céleste laisse échapper une déclaration glaçante. Elle dit « J'ai engagé quelqu'un pour tuer Tracy. » Je suis resté figé. À cet instant, tout était devenu réel. Et j'ai compris que nous n'étions plus du tout en sécurité. Les jumelles sont désormais convaincues d'être les prochaines victimes. Les 2 cercueils roses achetés par leur mère, ces crises de violence, le meurtre de Steve et maintenant ce projet d'assassinat contre Tracy. Tous ces événements semblent conduire à une seule conclusion. Elles pourraient être les prochaines sur sa liste. À partir de ce moment-là, je n'avais plus le moindre doute. J'étais persuadé que notre mère était impliquée dans le meurtre de Steve. Je n'ai même pas les mots pour décrire ce que j'ai ressenti, mais le pire est encore à venir. Peu après sa sortie de l'hôpital, Céleste retrouve sa liberté. Pour Jennifer et Christina, le danger n'a jamais été aussi grand. Elles comprennent qu'elles n'ont plus qu'une seule chance de survivre. Disparaître avant que leur mère ne les retrouve. J'ai vidé mon compte bancaire pour que ma sœur et moi puissions prendre la fuite sans laisser de traces. Nous dormions dans des motels. Nous payions tout en espèces. Chaque jour, Céleste essayait de nous retrouver. Une seule pensée tournait sans cesse dans ma tête. Nous sommes en danger. J'avais vraiment l'impression que nous risquions de ne jamais rentrer chez nous. Pendant que Céleste recherche activement ses filles, les jumelles remettent aux policiers les enregistrements des appels téléphoniques contenant les menaces de leur mère. Grâce à ces preuves, elles obtiennent une ordonnance de protection contre les violences familiales. Malgré cela, une seule personne est encore capable de confirmer définitivement que Céleste est bien à l'origine du meurtre de Steven. Cette personne, c'est Tracy Tarleton. Pendant tout ce temps, Tracy avait continué d'affirmer qu'elle avait agi seule. Mais en mars 2002, alors qu'elle est toujours en prison dans l'attente de son procès, elle découvre dans un journal que les jumelles ont obtenu une ordonnance de protection contre leur propre mère. C'est ce qui la pousse enfin à rompre son silence. Tracy décide finalement de coopérer avec les enquêteurs. Pour la première fois, elle révèle la véritable raison qui l'a poussée à tirer sur Steven. Elle leur confirme surtout ce qu'ils soupçonnaient depuis la nuit de l'attaque. Elle n'a jamais agi seule. Tout était le plan de Céleste depuis le début. Grâce aux témoignages de Tracy et aux enregistrements réalisés par les jumelles,
Les enquêteurs disposent enfin de suffisamment de preuves. Le 28 mars 2002, Celeste est arrêtée et inculpée pour meurtre avec préméditation, mais son arrestation ne signifie pas encore qu'elle sera reconnue coupable. Si elle n'allait pas en prison, j'avais l'impression que je devrais vivre cachée pour le reste de ma vie. Je ne me sentirais jamais en sécurité tant qu'elle serait libre. Tant qu'elle est dehors, personne n'est réellement en sécurité. Les jumelles travaillent alors étroitement avec les procureurs, les enquêteurs et même avec Tracy Tarleton, celle qui a appuyé sur la détente afin de prouver la responsabilité de leur mère et de s'assurer qu'elle ne puisse plus jamais retrouver la liberté. Le 3 février 2003, le procès de Celeste Beard s'ouvre enfin. Les deux sœurs doivent témoigner contre leur propre mère. Je ne voulais même pas me retrouver dans la même salle qu'elle. J'avais peur. Je me répétais sans cesse « Comment vais-je trouver la force de tenir jusqu'au bout ?» Le pire moment de toute ma vie a été de la voir me fixer du regard pendant que je témoignais devant le tribunal. J'étais partagé, c'était ma mère. Mais je voulais avant tout que Steve obtienne justice. Les jumelles racontent alors aux jurés une enfance marquée par les crises de colère, les violences psychologiques et les graves troubles du comportement de leur mère. En grandissant, ces émotions étaient complètement incontrôlables. Il y avait constamment des cris, des disputes et des appels téléphoniques remplis d'insultes. À force, nous avions fini par croire que c'était une vie normale. Jennifer révèle également un élément particulièrement accablant. Selon elle, lorsque Celeste a épousé Stephen Beard, un ancien dirigeant de télévision retraité âgé de 69 ans et multimillionnaire, ce n'était pas par amour. Elle voulait simplement mettre la main sur sa fortune. Elle disait qu'elle avait épousé Steve pour son argent. Elle répétait souvent que, s'il mourait, tout lui reviendrait. Elle disait même « Pourquoi est-ce qu'il ne meurt pas enfin ?» On voyait clairement qu'elle attendait ce moment avec impatience. Les enquêteurs découvrent ensuite qu'en seulement 6 mois de mariage, Celeste avait secrètement dépensé plus de 500 000 $ de l'argent de son mari en vêtements, bijoux et œuvres d'art. Les jumelles racontent également avoir vu leur mère mettre à plusieurs reprises des somnifères dans les repas de Steve. Une fois qu'il s'endormait, elle quittait discrètement la maison. 8 mois avant la fusillade, en février 1999, Celeste est victime d'une grave crise psychotique. Elle saisit une arme à feu, la pointe contre sa propre tête et menace également la vie de Christina. À la suite de cet épisode, elle est internée de force dans un hôpital psychiatrique à Austin, au Texas. C'est précisément dans cet établissement qu'elle fait la connaissance de Tracy Tarleton. Très rapidement, Celeste lui accorde toute son attention. Les deux femmes passent de plus en plus de temps ensemble et finissent par entretenir une relation amoureuse. Après avoir gagné sa confiance, Celeste peut enfin mettre son véritable plan à exécution. Elle commence à manipuler Tracy. Elle me disait qu'elle voulait vivre une relation amoureuse avec moi. C'était aussi ce que je désirais. Celeste me répétait sans cesse que Steve était un mari violent. Elle disait qu'il la maltraitait et qu'elle vivait un véritable enfer. Je l'ai cru. Je pensais sincèrement qu'elle était en danger. En réalité, Celeste n'a probablement jamais aimé Tracy. Elle s'est simplement servie de cette relation pour obtenir ce qu'elle voulait. Je voyais seulement une femme que j'aimais, persuadée qu'elle essayait désespérément d'échapper à un homme violent. C'était horrible. Pourtant, Stephen Beard n'était pas un mari violent. Devant les jurés et les jumelles, Tracy révèle alors en détail comment Celeste a organisé le meurtre de son propre mari. Elle me disait souvent « C'est un vieil homme, il va bientôt mourir, mais pas assez vite. » Puis elle m'a demandé de le tuer avec mon fusil. Elle m'a montré où je devais garer ma voiture. Elle m'a expliqué par où entrer dans la propriété. Nous avons répété tout le trajet. Comment sortir de la voiture? Comment entrer dans la maison? Comment rejoindre la chambre? Je suis entré. Je l'ai vu. J'ai levé mon fusil. Et j'ai tiré. Vous n'avez tiré qu'une seule fois? Oui, une seule fois. La salle d'audience reste figée dans un silence absolu après cette révélation. Pendant tout le témoignage, Celeste observe froidement Tracy. Elle secoue la tête. Il lui arrive même de sourire ou de rire. Mais son expression change lorsque ses propres filles s'avancent à la barre. À leur tour, elles présentent l'une des preuves les plus accablantes de tout le procès. Les enregistrements audio dans lesquels leur mère évoque son projet de faire tuer Tracy, ainsi que les nombreuses menaces qu'elle leur adressait. À l'écoute de ces enregistrements, il était difficile d'imaginer qu'une mère puisse parler ainsi à ses propres enfants. Le procès se poursuit pendant plusieurs semaines. Finalement, le 19 mars 2003, après 3 jours de délibération, les jurés reviennent en salle d'audience avec leur verdict. Le verdict qui s'apprête à être prononcé décidera du sort de Celeste. Soit elle passera le reste de sa vie en prison pour le meurtre de son mari, soit elle retrouvera sa liberté et continuera de hanter la vie de ses 2 filles. Avant l'entrée du jury, le juge s'adresse au public. Toute personne qui pense ne pas pouvoir contenir son émotion est invitée à quitter la salle d'audience. L'attente semble interminable.
Cela faisait déjà 3 ans que nous espérions ce moment. C'était extrêmement éprouvant. Au fond, personne ne peut savoir quelles décisions prendront 12 jurés que l'on n'a jamais rencontrés. Le président du jury se lève enfin pour lire le verdict. Au nom du peuple, dans l'affaire opposant l'État à Celeste Beard Johnson, le jury déclare l'accusé coupable de meurtre avec préméditation. À cet instant, une vague d'émotions me submerge. Je ne pensais pas que ce serait aussi difficile. Malgré tout, elle restait notre mère. Et pourtant, elle venait d'être condamnée à passer le reste de sa vie en prison. Après des années d'attente, les jumelles obtiennent enfin justice pour Stephen Beard. Avant la fin du procès, Christina demande une dernière fois la parole. Cette fois, elle ne s'adresse plus au tribunal. Elle regarde directement sa mère. « Une dernière fois. Qu'est-ce que je t'ai fait, à part t'aimer? Et voilà comment tu nous as traités, comme si nous ne valions rien. Tu dis que c'est nous qui t'avons trahi, mais c'est toi qui as trahi notre famille. Steve t'a accueilli chez lui. Il t'a aimé. Il t'a respecté. Et toi, tu l'as trahi. Tu l'as assassiné. Tu es coupable. Tu devrais avoir honte. » À l'issue du procès, Celeste Beard est condamnée à 2 peines de 40 ans de prison, exécutées de manière consécutive. Elle ne pourra pas demander de libération conditionnelle avant l'âge de 79 ans. Pour la première fois depuis longtemps, Jennifer et Christina peuvent enfin respirer. Elles n'ont plus besoin de vivre cachées. Elles sont enfin libres de reconstruire leur vie. Une fois le procès terminé, Tracy demande à rencontrer les jumelles. En face d'elle, elle présente ses excuses pour toute la souffrance qu'elle leur a causée. Ce n'était pas facile de se retrouver dans la même pièce que la personne qui avait appuyé sur la détente. Elle nous a dit qu'elle regrettait profondément d'avoir tué notre père. Je me souviens encore de ses excuses. Elle croyait vraiment qu'elle allait tuer un homme dangereux. Aujourd'hui, j'éprouve beaucoup de compassion pour elle. Je comprends qu'elle a, elle aussi, été manipulée. Pour les 2 sœurs, ce pardon sincère marque le début d'un long chemin vers la reconstruction. 20 ans après le procès, leur lien n'a jamais été aussi fort. Ma sœur est ma plus grande force. Même si nous vivons loin l'une de l'autre, nous trouvons toujours un moyen de nous retrouver dès que nous le pouvons. Aujourd'hui, âgée de 42 ans, les jumelles ont chacune reconstruit leur vie. Jennifer exerce un métier qu'elle aime et prend soin de sa santé mentale. Christina est mariée et mère de 2 enfants. Elle est fière d'offrir à ses enfants tout l'amour, l'attention et la stabilité qu'elle n'a jamais connue durant son enfance. Je suis devenue la mère dont j'aurais eu besoin quand j'étais enfant. Je peux offrir à mes enfants la vie dont j'ai toujours rêvé. Celeste n'aurait sans doute jamais imaginé que sa chute viendrait de ses propres filles. Même si les blessures laissées par leur mère ont mis des années à cicatriser, Jennifer et Christina ont prouvé que leur amour fraternel était plus fort que la haine qui a détruit leur famille. Aujourd'hui, entourées de leurs proches, elles vivent enfin la vie qu'elles méritent. Leur bonheur est devenu leur plus belle revanche. Et leur histoire rappelle qu'après les pires tragédies, il est toujours possible de retrouver l'espoir et de reconstruire sa vie. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si cette enquête vous a plu, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines affaires criminelles. Et dites-nous en commentaire, quelle histoire vraie aimeriez-vous nous voir raconter dans une prochaine vidéo? À très bientôt pour une nouvelle enquête.